Bienvenue dans Ça déraille, l'émission la plus douée dans les paris vélo. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche des belles filles, j'ai envie de dire même. On débriefe tout le Tour de France, le deuxième succès de Vingegaard, Pogačar, Philipsen, Thibaut Pinot, tout va passer à la moulinette des membres de l'équipe du jour. Et il y a du monde aujourd'hui. Alors à mon écran normalement c'est juste par là. Non, c'est l'autre côté, c'est par là. Ouais, j'arrive pas à faire le pouce. Voilà, c'est Théo qui est de ce côté-là. C'est trop dur avec la caméra inversée. Salut Théo. Salut à tous. En bas de moi, pour ceux qui nous regardent, on a Anthony qui est déjà concentré, déjà connecté à Pro Cycling Stats. Non, je ne suis pas sur Pro Cycling Stats, je suis très concentré, très appliqué aujourd'hui. Bonjour à tous. Et on a une personne qui est juste venue pour se vanter pendant toute l'émission, c'est James, bien sûr, notre Belge qui a presque tout eu bon avant ce Tour de France. Donc du coup, t'es venu que pour ça en fait, sinon t'aurais été absent. Ouais, clairement, je suis venu montrer à tout le monde à quel point j'étais un expert du vélo, tout simplement. Très bien, eh bien on va voir, parce qu'il y a des choses quand même, on s'est pas mal trompé, tous ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, on a fait des petites rubriques avant Tour de France, on va voir si on a été bon. Ça sera dans la première partie consacrée au débrief de ce Tour de France. La deuxième, comme d'habitude, consacrée aux Français. Est-ce que le Tour de France a été réussi pour nos Bleus ? C'est la question qu'on va se poser. Il y aura aussi on n'attaque pas tout à l'heure en milieu d'émission. Le quiz à la fin, assez corsé, on va dire. Un petit bilan des paris du Tour. Le régal, bien sûr, le régal total pour nos paris qui a été vraiment réussi jusqu'au bout. Voilà le programme du jour. On va aller très vite rentrer dans le vif du sujet. C'est l'heure du Tour de France 2023. C'est l'heure du départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Jonas Vingegaard remporte donc son deuxième Tour de France et revient à hauteur de Tadej Pogačar, encore deuxième cette année, mais très loin du Danois cette fois-ci. Avant de rentrer dans les détails de ces 3 semaines de Tour de France, je vais vous demander vos 3 points. Qu'avez-vous retenu de ce Tour de France ? On va commencer par Théo, comme tout à l'heure lors de la présentation. Ce que je retiens d'abord, malheureusement, c'est les écarts sur cette édition-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un gouffre aussi élevé entre même le podium et le top 10 derrière. Ça dit quelque chose de ce qui est devenu malheureusement les grands tours désormais quand il y a ces ogres qui sont alignés. Ce qui est corollaire à ça, c'est que la Jumbo, qui n'a pas encore fait grand-chose cette année pour se faire aimer par les suiveurs du vélo. On a encore vu une illustration hier avec Nathan Van Hooydonk avec Pogačar sur les Champs-Élysées. Ouais. Et puis ce que je retiendrai surtout, moi, en tant que Français et amoureux d'un certain vélo, c'est évidemment la sortie de Thibaut Pinot dans les Vosges, chez lui qui a été impérial. Je ne sais pas si on pouvait faire mieux ou plus fort, si ce n'est de gagner l'étape, mais c'était trop compliqué. Sinon, c'était un grand moment de ce Tour de France 2023, assurément. Ah oui, les frissons quand on a vu passer Thibaut Pinot dans le petit ballon et dans les autres côtes d'ailleurs de la journée dans les Vosges. Bon, on parlera bien sûr dans la deuxième partie au niveau de notre sprint final sur les Français. Alors James, pour toi, c'est quoi ? J'ai changé, c'est parce que dans l'ordre j'ai changé, mais bon, allez, vas-y James. Moi, je retiens surtout le fait qu'on a les 2 frangins Yates dans le top 5. Moi, tout ce qui est Vingegaard et Poggi, ça m'a laissé un peu de marbre. Même si je dois quand même avouer que le contre-la-montre m'a quand même marqué. Outre l'écart au final, c'est surtout le contre-la-montre qui restera dans ma mémoire. Et puis, je dirais, pour terminer, Morkov, qui est la plus grosse lanterne rouge. Depuis 1954, 6 heures, 7 minutes et 11 secondes, il faut remonter. J'ai fait l'exercice ce matin. Il faut remonter à 1954 pour voir un écart encore plus grand entre le premier et le dernier. Donc voilà. Ah oui, donc Morkov qui a fait un gros Tour de France, mais on parlait des écarts abyssaux tout à l'heure avec Théo, c'est dans le même thème. Anthony, tiens, on parlait des écarts, ça y est, encore. Encore les écarts, bien évidemment, les écarts entre Vingegaard et Pogačar, mais aussi contre les autres, un peu comme a dit Théo, ça je vais pas m'éterniser là-dessus. Après, moi, le deuxième point, c'est la sortie de Cavendish sur blessure. C'était annoncé son dernier tour, et visiblement, peut-être qu'il sera là en 2024. Et le troisième point, moi c'est un peu parce qu'il faut que je parle un petit peu de cyclocross quand même. C'est pour moi le tour entre guillemets raté de nos 2 crossman, que ce soit Van Der Poel ou Van Aert, que nous on attendait et que on n'a pas vu. Et tu peux rajouter Pidcock. On les a vus, mais voilà, on n'a pas eu. On attendait peut-être un Van Der Poel en jaune du côté du Pays Basque.
On attendait quand même Van Aert en claquer au moins une ou deux. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim sur ces 2 points-là. Est-ce qu'on peut rajouter Pidcock, sur ces 2 gars-là. On peut rajouter Pidcock dans le lot ou pas, un peu moins? Non, pour moi, Pidcock, il est encore un peu tendre. Il est un peu plus jeune. Et moi, j'aime bien l'ajouter aux 3. Alors, on me dit c'est jamais le troisième, mais moi, j'aime bien le mettre dans les 3. Mais là, pour ce coup-là, je vais pas le mettre avec parce que pour moi, il est encore un petit peu tendre sur ses courses de 3 semaines. On l'a vu, mais bon, on n'attendait pas autant que Van Der Poel ou que Van Aert. C'était la première fois qu'il cherchait un général sur un grand tour. Surtout, c'était vraiment un test grandeur nature pour lui cette année à Pidcock. Ouais, qui s'accrochait en tout cas pour voir jusqu'où il pouvait aller. Eh bien, c'est top 15 pour Pidcock qui a eu des difficultés sur certaines étapes de montagne. Bon, on va reparler donc de Jonas Vingegaard qui a remporté donc son 2e Tour de France, toujours devant Tadej Pogačar, mais cette fois-ci beaucoup plus de temps par rapport à Pogačar et Vingegaard. 7 minutes 30 secondes, 29 je crois exactement, après 2 semaines équilibrées. Est-ce qu'on s'attendait à autant d'écart? Théo, tu vas encore commencer de cette 3e semaine, même si tu avais annoncé que la préparation de Tadej Pogačar pouvait bien sûr être préjudiciable sur ce Tour de France. Évidemment, c'était la crainte du départ, c'était notre crainte, je crois, conjointe avec certains quand on a fait un podcast à mi-tour. Quand on se projetait sur la suite de cette bataille, moi ça me surprend pas tellement le fait, on craignait juste un jour sans de Pogačar. Maintenant, il l'a eu. Moi, c'était l'hypothèse la plus crédible. Et bon, on va pas se lancer des lauriers aujourd'hui. Juste, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est vraiment un jour sans qui est inhérent à sa blessure et à sa préparation, ou est-ce que oui, bref. Un jour et demi. Bon, bref. Et c'est de savoir aussi si c'est juste dû à une maladie, est-ce qu'il est tombé malade pendant le tour et qu'on l'a pas su. Enfin, voilà, l'interrogation elle est là. Je pense la conclusion ils l'ont pas encore, même je pense dans l'équipe UAE. Mais moi, ça me surprend pas tellement parce que Vingegaard a un tel gap. Et moi, ce qui m'interroge quand même, c'est cette progression de Paris-Nice jusqu'au Tour. On rappelle quand même que Vingegaard était à l'époque battu par Gaudu. Voilà, moi, ça m'interroge. Très bien. Vous voulez répondre à ça, James, Anthony, sur cette surprise ou non de voir Tadej Pogačar craquer, notamment dans le col de la Lose. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Tadej Pogačar craque face à Jonas Vingegaard qui était de mieux en mieux? Allez, oui et non. Qu'il s'incline au final par rapport aux Danois, oui. Je m'attendais au final qu'il fasse 2 avec le chrono et la loose, parce qu'on sait très bien que l'école au-delà des 2000 mètres, c'est compliqué, mais de là à perdre 7 minutes 30, voilà, franchement, c'était cher payé. Malade, bon, apparemment, ça devait être très petit comme maladie, hein, parce que samedi, il était quand même déjà bien. Donc, un jour sans, oui. Mais... Ça fera peut-être 2 jours sans sur l'ensemble du tour, puisque en première semaine, il a quand même pris 1 minute aussi. À Marie-Blanc, oui. Sur Marie-Blanc. Donc, ces problèmes, finalement, c'est quand il a un trou d'air, ça se paye vraiment cash. Tandis que Vingegaard, pour l'instant, il n'a pas de faiblesse. Il n'a pas de jour temps, ce garçon. Donc, voilà le problème. C'est que pour l'instant, Poggi montre qu'il a quand même un fond d'humanité. Tandis que Vingegaard, pour l'instant, c'est un extraterrestre, en fait. Anthony, tu trépignais d'impatience de prendre la parole. Vas-y, réponds à James sur ses propos. Ouais, déjà pour moi, et je sais pas s'il a été malade ou pas, mais il y a eu quand même 2 jours pour moi où Pogačar est pas dans son assiette. D'ailleurs, il a une tête sur le vélo. Franchement, il faut pas être cycliste ou suiveur pour voir ça allait pas. Il était livide, il était blanc, il était vidé, comme quelqu'un qui aurait pas une vienne gastro. Il était transparent. On voyait bien, on l'a jamais vu comme ça. Donc pour moi, je pense qu'il y a eu quelque chose, je sais pas. Pour moi, il était malade et oui, il a payé cash. Après, on est en train de comparer Vingegaard et Pogačar, certes, parce que c'était les deux cadors et c'est eux qui ont mené toute la bagarre. Mais pour prendre un petit peu, entre guillemets, la défense de Vingegaard s'est préparé uniquement pour le Tour.
Et d'ailleurs, hier, il y avait, j'ai regardé après le tour, l'arrivée à Stade 2 où il est venu parler, où justement, on lui a bien évidemment parlé de suspicion de dopage. Et il a quand même dit, je pense que Tadej Pogačar est le meilleur coureur du monde, et moi, je suis le meilleur coureur de grand tour. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Vingegaard, c'est quelqu'un un peu comme à l'époque, on repense à Sky et à Ineos, d'un Froome qui préparait uniquement les tours, le grand tour. On ne le voyait pas se disperser un peu. Moi, cette année, Pogačar, bon, certes, il est tombé, et c'est dommage pour lui, mais rappelez-vous du début de saison, Pogačar, il en mettait partout. Il se pointait sur n'importe quelle course, il gagnait. Et moi, je me suis dit, mais comment il va faire pour aller jusqu'au tour? C'est pas possible, quoi. Et bon, après, il y a eu cette chute, malheureuse, bien évidemment. Et moi, alors, soit la maladie, soit autre chose. La 3e semaine, pour moi, il est un peu juste parce que clairement, il manque de courses, il manque de jours de compétition. Je le dis souvent, on a maintenant plein de choses pour se préparer, les capteurs de puissance, les hommes traîneurs qui font de la réalisation, de la truc virtuel en face de vous. Mais en attendant, il y a un truc qui remplace rien, c'est la compétition. Donc Pogačar, pour moi, il a manqué et de compétition et de temps de préparation. Après, est-ce qu'il était malade ou pas? Je pense qu'on ne le saura jamais. En tout cas, il avait vraiment une sale tête sur les 2 jours. Alors tu parlais il y a quelques secondes de dopage. On lui a posé la question à Jonas Vingegaard, mais c'était pas la seule fois sur le plateau de France Télévisions. Il y a aussi sur sa démonstration après le chrono, on lui a posé pas mal de questions. Alors sur ce Tour de France, ça a aussi fait beaucoup jaser dans les réseaux sociaux, puisque voilà, on a vu un Benoît qui grimpait mieux que pas mal de grimpeurs du peloton. Laporte aussi, Christophe Laporte. Voilà, après le chrono donc de Vingegaard qui a mis une fessée à tout le monde, on s'est posé des questions. Voilà, alors James, tu vas commencer à dire un petit peu, ça te surprenait de voir Vingegaard n'a jamais avoir un jour sans. Tu voyais le visage d'humanité de Pogačar, mais pas celui de Vingegaard. Alors, on n'a aucune info, évidemment, sur les soupçons de dopage, sinon on aurait fait des caisses. Mais je sais pas, comment on peut expliquer cela alors? Ça, c'est vraiment la question à 100 000 euros. Hein. C'est comment l'expliquer? Non, c'est vrai. Mais non, mais il n'y a pas de surprise que Vingegaard, pour l'instant, n'ait pas de creux. Ça surprend personne. Il y a un malaise. Il y a un gros malaise là. Parce qu'en fait, les soupçons de dopage ont toujours existé au Tour de France. Peu importe qui gagne. Poggi, quand il gagne ses 2 tours, lui aussi est soupçonné. Chaque vainqueur est soupçonné. Mais là, sur base de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, et pour avoir parlé à plusieurs personnes aussi, il y a un malaise. Il y a vraiment un malaise par rapport à cette équipe de manière générale, parce que c'est pas la performance d'un individu, c'est vraiment toute l'équipe qui est très forte, presque invincible. Comme tu le dis si bien, Johan, il y a Laporte qui emmène des cols et qui perd aucun temps par rapport à l'échappée. Voilà, il y a un malaise. Maintenant, tu l'avais les autres années, les années précédentes, tu l'avais. On l'a toujours eu ces trucs-là. Rappelle-toi de l'US Postal à l'époque, rappelle-toi des Ineos, rappelle-toi. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis. On en revient toujours au même en fait. Ouais. Que mais c'est ce que je veux dire. Il y a des erreurs. C'est par rapport au malaise. Les soupçons ont toujours existé. C'est vrai qu'Ineos, on les a toujours un petit peu taillés aussi. US Postal, n'en parlons pas. Mais là, c'est vraiment un sentiment de malaise vraiment profond. Plus que la supériorité collective, c'est l'exploit du chrono. Il est sur le chrono, c'est clair que... C'est-à-dire qu'en 20 bornes, tu prends 3 minutes à Van Aert, t'as l'impression que c'est un cadet sur le chrono, alors que c'est un des meilleurs spécialistes du monde. Il y a un moment, c'est... Le chrono... Moi, je regardais ça, j'en tremblais, si tu veux. C'est qu'à un moment, qu'une équipe soit supérieure à une autre, c'est normal. Question de budget, question de coureur, question de préparation, d'entraînement, peut-être tout ce que vous voulez. Mais que le soir même, on te dit « Ah bah ouais, c'est parce qu'on mange mieux. Hein. » Ouais. Tu manges mieux, tu gagnes 10 secondes sur un chrono. Si tu manges mieux, si tu manges des épinards au lieu de manger du kebab, on boit pas de bière non plus. Mais si tu veux, à un moment, ça n'explique pas 3 minutes, si tu veux. Et encore, il était pas fond. Il a dit j'en ai gardé un petit peu sous la pédale. Mais bon, après, il y a aussi cette gestion. Il y a eu cette gestion de Vingegaard par rapport à Pogačar. On a vu Pogačar attaquer tous les jours quand il a perdu une minute. Finalement, peut-être que Jonas Vingegaard, on a gardé un petit peu à chaque fois sous le pied. Non, mais ça explique l'écart peut-être avec Pogačar, mais ça n'explique pas le gap qu'il y a derrière avec les autres.
Ouais, moi, je regarde pas l'écart avec Pogacar enfin, sur le chrono. Parce que pour moi, Pogacar, il est pas dans son assiette ce jour-là. Je pense que Pogacar. Il est pas dans son assiette, mais il fait un très bon chrono quand même, Anto. Oui, non, mais il fait un très bon chrono, on est d'accord. On a l'impression qu'il est ridicule. Il met plus de minutes avant. En fait, il explose tout le monde. Ouais. Le pire, c'est par rapport à un Van Aert, qui sur un chrono qui lui convient. Van Aert et les autres, hein. Mais pour moi, Pogacar à 100% de ses capacités est un peu plus près. Il prend pas les 3 minutes. Il est un peu plus peut-être. Mais si tu veux, le truc de préparation sur Van Aert, on peut pas dire chez Jumbo ils ont mieux préparé le chrono. C'est normal, Vingegaard il prend 3 minutes. Van Aert il fait partie de la même équipe, donc cette même préparation, cette visualisation, peut-être cette reconnaissance même. Théoriquement, Van Aert en a bénéficié aussi. Ouais. Après, ce chrono, il faut quand même réchauffer. Allez, il y a quand même un élément à remettre en perspective. Ce chrono était quand même à l'avantage de Vingegaard. Ça c'est un chrono difficile, hein, où ça grimpait quand même pas mal. On sait que voilà, c'était pas tout plat. Ouais, c'est vrai que Van Aert, il passe pas un pont d'autoroute. Non, mais c'est pas ça le truc. Mais c'est quand même un chrono qui favorise. Ouais, bien sûr, les prétendants du général, bien sûr. Si tu fais un chrono de 22 bornes plat, tout plat, hein, vraiment. Là, il n'y a pas 3 minutes entre Vingegaard et Van Aert. Il faut quand même, à mon avis, préciser ça. Et puis, ce jour-là, Vingegaard, moi, dès le premier virage, je dis, mais enfin, il est à fond, le mec. Déjà, dès le premier virage, j'ai regardé, j'avais calculé à la montre, il y avait déjà 1,5 seconde d'écart entre Vingegaard et Poggi au premier virage. Non, mais clairement, ils l'ont préparé comme si c'était le grand rendez-vous. Ça, clairement, il ne faut pas leur enlever. En revanche, ce qui arrive à l'arrivée, pardon de la contrepétrie, franchement, voilà. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ce chrono marque la rupture vraiment entre là où on avait des soupçons et le malaise. Le malaise, il s'est créé à partir de ce chrono-là. Franchement, oui, c'est la bascule. C'est la bascule totale. Et encore, on a quand même des prémices dans Marie-Blanc où le niveau est faramineux. Hein. On a tendance un peu à l'oublier, mais le niveau de la première semaine, c'est... Bon, par rapport à cet événement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'explication. Vingegaard remporte donc son deuxième Tour de France avec beaucoup d'avance sur Tadej Pogacar. Vingegaard qui va faire la Vuelta. Tiens, Vingegaard sur la Vuelta avec Primoz Roglic. Il a annoncé Remco Evenepoel. Ça va être plutôt sympa. Voilà, en Belgique, on se disait la Vuelta 2022, est-ce qu'elle valait vraiment quelque chose à partir du moment où il bat Enric Mas, etc. Voilà, côté belge, on va avoir un vrai test avec une sérieuse concurrence. Il faut encore ajouter Ayuso à la liste. Voilà, on va être fixé côté belge, hein. Ça va être sympa. Je pense que si Pogacar n'avait pas fait le début de saison qu'il a fait, il aurait été aligné à la Vuelta et ça aurait été le grand tour le plus nucléaire de ces 20 dernières décennies en termes de concurrence et de performance. Ils auraient été très heureux du côté de l'organisation d'avoir tout ça, mais il y aura forcément un beau plateau. On aura aussi les revanchards Enric Mas et Richard Carapaz qui seront présents sur cette Vuelta normalement. Non, mais le plateau, il sera incroyable. Il sera incroyable. Entre ceux qui ont loupé le Tour de France par malchance et donc les coureurs qui ont envie de continuer cette saison et surfer sur la bonne dynamique, c'est vrai qu'on aura beaucoup de monde lors de cette On va faire un preview, Vuelta ? Ouais, bien sûr, on va faire un petit preview. Je ne sais pas si on invite James parce qu'ils vont faire des caisses sur Remco, mais on fera quand même une petite preview. Non, jamais. Il y a Cannes Utebrooks. Bon, on va enchaîner sur Tadej Pogacar parce qu'on a parlé de Vingegaard, donc du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Il a plié le Tour de France après derrière, c'était tranquille. Il y a plus de choses à dire sur Tadej Pogacar qui finit encore deuxième et sur le plateau de France Télévisions, encore une fois, il a dit peut-être que je devrais faire un break, ne plus participer au Tour de France. Alors je me pose la question, c'est quoi la suite pour Tadej Pogacar ? Est-ce qu'il doit revenir sur le Tour de France ? Est-ce qu'il a encore le droit à sa revanche ? Est-ce qu'il doit faire autre chose pour... après, il aime bien participer à toutes les courses, on l'a vu. Anthony, tiens, vas-y, tu peux prendre la parole là-dessus. Pour moi, il faut qu'il fasse des choix. Et tu l'as dit tout à l'heure, en plus en début de tour, on l'a vu quand même. On pensait à ce moment-là que ça allait jouer à coup de bonif, donc on disait Pogacar comme d'habitude il va acheter toutes les bonifs qu'il peut, mais il faisait quand même un peu le chien fou. Il y a que sur l'avant-dernière étape où il gagne, là où on le voit un peu sur la fin de course quand même réfléchir, se servir de Yates pour aller gagner l'étape, parce que sinon un Pogacar habituellement il aurait sacoché à tout va. Moi je pense qu'il faut quand même qu'il
qui gère un peu mieux. Moi, honnêtement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand on l'avait vu faire ce début de saison, je ne le voyais pas. Je voyais pas comment il pouvait faire pour aller au Tour de France. Parce que pendant que Pogacar est en train de courir les classiques flandriennes et autres, bah vous avez les Jumbo et autres. Alors on les a critiqués et autres, mais en attendant ils sont à TID en train de se taper des heures de sel à je sais pas combien de mètres d'altitude. Donc tu peux pas préparer et un grand tour et aussi aller courir l'Amstel, la Flèche, tu vois, aller partout. Je pense pour moi c'est pas possible. C'est une question aussi de comment tu vois ton vélo aussi. Comment tu perçois ce sport. Je pense que Pogacar a ce côté romantique qui plaît un peu aux gens, qui plaît aux amateurs de vélo. C'est-à-dire que je pense que c'est un garçon, tu lui envoies 6 mois que tu partes au TID en Espagne ou je sais rien. À un moment, le mec en a marre. Et je pense que Vingegaard, malheureusement, cette préparation jumbo-esque, je pense qu'elle est à long terme. À un moment, je pense que tu crées des situations mentales qui te font exploser. Tu crées des robots de toute façon. Tu crées des robots. Et je pense que Vingegaard, sincèrement, la durée de vie de Vingegaard, je parle pas de vie. On a compris. De vie dans le vélo. Oui, bien sûr, de carrière. Après, il y a quand même un élément qu'il faut préciser, c'est qu'au final, Vingegaard a quand même plus de jours de course en 2023 que Poggi. C'est ce que je t'en regardais tout à l'heure. 42. Ouais, mais c'est différent. Ouais. Tu te prépares pour les courses d'un jour. Il a couru Tour des Flandres. Des courses d'une semaine. Ouais. Attention, c'est différent parce que pour se préparer pour le Tour des Flandres notamment ou pour les classiques ardennaises, même si c'est qu'une course d'un jour, vaut mieux faire le Grand Camino que par exemple Liège-Bastogne-Liège ou l'Amstel. Oui, moi, ce que je vois dans la trajectoire de Pogacar, c'est qu'il est fort en début de saison, il est fort sur toutes les courses. Moi, ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est comment un Vingegaard sur Paris-Nice est entre guillemets à la ramasse et qui met 3 mois plus tard 30 minutes ou 20 minutes à Gaudu, par exemple. Encore une fois, en termes de... C'est le fruit d'une prépa progressive. Au Dauphiné, il avait déjà passé ce cap. Ouais, mais tu sais pas où il en est. Non, tu es à Paris-Nice, toi tu parlais de Paris-Nice. Ouais, mais. Oui, je parle de Paris-Nice. Mais après, on nous répète à longueur d'année, il y a plus de courses de préparation. Les mecs en février, ils sont déjà au top. Ils ont déjà fait novembre, décembre avec du vélo, 5 stages en altitude. Arrête, c'est pas possible. Moi, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Qu'il y ait une montée en puissance, je veux bien, mais qu'elle soit aussi, que le gap soit aussi grand, c'est ça qui me. Mais on a l'impression que les adversaires ne progressent pas à côté. On voit vraiment la trajectoire linéaire de Vingegaard, ça c'est sûr. Regarde la trajectoire de Gaudu. Dauphiné. Pour moi, Gaudu, il est au même niveau qu'à Paris-Nice. Et on dirait même que depuis Paris-Nice, Gaudu il est en phase descendante. Alors peut-être qu'ils ont essayé autre chose. On va en parler tout à l'heure, mais bon, même pour les autres, pour d'autres coureurs, on a vu aussi je sais pas, par exemple un Landa, voilà, Justin Landa, il prend 1 heure sur le Tour de France et pourtant il a été présent. Mais Landa, il était pas sur le Tour. Je sais pas, je me pose des questions, c'est vrai, mais Landa, il va aller faire l'équipier d'Evenpool et puis. Oui, ça l'intéresserait. Ça va payer pour ça d'abord. C'est vrai que il y a plus trop d'argent du côté de la Soudal Quick-Step a priori. Les caisses sont un peu vides. Bon, Pogacar, Vingegaard, on a fait le tour, on va dire, sur ces 2 coureurs qu'on va retrouver, l'un sur la Vuelta, l'autre évidemment, je pense que sur le Tour de Lombardie sera présent pour la fin de saison, après avoir aussi pour Tadej Pogacar. On a aussi derrière un coureur aux côtés de Tadej Pogacar sur le podium, c'est Adam Yates. C'est ton moment, James, tu l'avais prévu dans ton podium, devant qui? Devant Simon Yates, c'est incroyable, les frères britanniques n'ont pas eu de jour sans. Mais non, bizarrement, Adam Yates s'est transformé en coureur de grand tour. Il me semble qu'un de nos chers amis ici présents avait dit « Ouais, mais Yates, il aura de toute façon un jour sans, blablabli, blablabla, ce ne sont pas des coureurs... de 3 semaines. De 3 semaines. Bon, bah Théo, moi j'aimerais bien que tu fasses ton mea culpa quand même, là. » Et carrément, on dirait que c'est une émission pour le retournement de veste. Non, mais voilà, Adam Yates qui a été très précieux pour Tadej Pogacar, le facteur X, quoi. Oui, voilà, le facteur X. Oui, bien sûr. Bon, le meilleur des autres. Oui, le meilleur des autres. C'est d'accord. Simon Yates qui a fait la différence, notamment du côté du Markstein pour aller récupérer cette 4e place. Les frères britanniques très costauds sur ce tour. Derrière, on a eu du moment aussi. On a eu Rodriguez qui s'est battu pour le podium, mais il est tombé malheureusement. Il l'est aussi un peu reculé au fur et à mesure des jours de course. Est-ce que la hiérarchie a été la petite déception du top 10, elle est peut-être là.
en fait. Ouais, justement, j'allais dire, est-ce que Finalement. la hiérarchie a été respectée? T'as une déception par rapport à ça? Ouais, clairement, moi, on l'avait dit à mi-tour quand il avait pris le maillot jaune en première semaine. On l'avait dit avec Jérémy qui est plus là, enfin qui n'est pas là aujourd'hui, que c'était peut-être Il est très solennel aujourd'hui, tu vois. plus là. Espérance de vie, Ce mec, Jérémy n'est plus là. Il est sur le Tour de France c'est féminin, c'est vous pas allez parce que pouvoir le c'est voir. pas le tour fini qu'il faut que tout est noir. Hein. Il faut que la Vuelta va arriver, le cyclocross. Ouais. Bon, en tout cas, on le laisse à Clermont-Ferrand avec le Tour de France Oui. féminin. Il est très bien là où il est. C'est vrai. Mais on avait dit par sa fiabilité, par le fait qu'il avait brillé en Italie en troisième semaine sur le Giro, on le pensait un peu favori en fait sur cette troisième semaine. Et clairement, ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais, après, il y a eu de la malchance du côté de coureurs comme Carlos Rodriguez qui a fini le visage en sang avec Sepp Kuss. Hein. Les deux, ils avaient un visage totalement afflé. Lui aussi a chuté pour le plus grand Ouais, mais bonheur avec de nos sa Français. chute, même sur la journée là, il est là. Hein. Ouais, c'est vrai, non, mais il a jamais. Il se prend un gadin monumental et il craque pas. Hein. À la différence de Kuss qui s'est soit relevé, soit a fini l'étape comme il a pu. Lui, il était encore là, quoi. Anthony, Carlos Rodriguez, vraie révélation, hein, je trouve, de Ouais. ce tour. Anthony, James, tiens, en parlant de Enfin, confirmation. révélation ou pas, par rapport à ce que vous avez vu sur le top 10, sur le classement général, bien sûr, on met de côté les Français. Il y a quelque chose que vous avez apprécié, qui vous a déçu? Surpris, je dirais Félix Gall, moi. Ah, Félix Gall. Sa troisième semaine, elle est incroyable. La dernière étape qu'il nous fait, j'en suis encore ébahi, quoi. Le mec, après sa stratégie, j'ai pas compris. Peu importe, mais incroyable. Ah, la stratégie d'AG2R, Voilà. on en parlera en deuxième partie, mais c'est vrai qu'on a vu des bizarreries dans la troisième semaine entre Ben O'Connor, Félix Gall et même toute l'équipe. Voilà, c'était assez particulier. Mais ça, c'est pour nos amis les Français. Anthony, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au thème pêle-mêle, on va dire, et à revenir sur vos 3 points dont on n'a pas parlé? Non, rien à rajouter sur. C'est très bien. ce petit Alors, top 10. Non. on peut avancer. Donc, les thèmes, Continuons. les thèmes pêle-mêle, du coup, alors on a parlé des écarts abyssaux un petit peu entre Vingegaard et Pogačar. On a parlé de Morkov aussi, la pire lanterne rouge. Ça aussi, ça s'explique par la domination de la Jumbo et le rouleau compresseur de la Jumbo. Et ça j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Même si l'année dernière, le 10e du classement général était plus loin que le 10e du classement général de cette année. Mais bon. Plus que ça s'explique aussi par des étapes qui, sur le papier, étaient pas forcément des étapes de haute montagne, mais qui se sont courues à un rythme et qui usent, mais d'une Puis des force. étapes dures, hein. Voilà. Dur, hein, ce tour-là. Ce tour Oh là était là, dur. il y a les étapes de baroudeur de la deuxième semaine, là, c'était. Je pense que ça laisse peut-être parfois plus de traces sur les organismes qu'une étape de montagne ou qu'une arrivée au sommet. Surtout sur les organismes qui jouent pas forcément la gagne ou dans des équipes qui jouent pas forcément le général, parce que vous ramassez vraiment toute la journée. Ouais, la porte qui C'est disait aussi le problème de je te coupe vite, de comparer tout d'année en année et j'aime pas trop faire ça parce que on court jamais sur le même circuit, enfin c'est jamais le même tour, c'est jamais la même météo, enfin il y a plein de critères, le vent il peut évoluer d'un sens ou dans l'autre, donc oui les écarts sont importants et très gros, mais c'est compliqué de faire tout le temps des comparaisons. Oui, ça roule plus vite que l'année dernière, mais pour comparer ça, il faudrait que ce soit le même Tour de France tous les ans. Et là, on pourrait en tirer des conclusions. Ouais, mais si on parle de ces étapes de transition là qui sont courues à un rythme incroyable, théoriquement, dans les grosses étapes de montagne, on devrait avoir des performances qui seraient plus basses au vu de la fatigue et de l'usure. Ouais, oui. Si on part de ce principe-là. Après, quand t'es quand t'es milieu de peloton ou quand t'es dans le ventre mou du peloton, quand l'étape elle est lancée, que l'échappée est partie, derrière c'est plutôt calme. Et puis sur la dernière heure et demie, ça se met à rouler quoi. Mais même s'il y a des taquets, les mecs sont quand même à l'économie dans le peloton. Il y a eu beaucoup d'étapes, ça a mis du temps à sortir quand même. Hein. Ouais, ça c'est clair. Et, des fois, ça mettait 100 bornes quasiment
à faire l'échappée, donc c'était vraiment assez particulier. Bon, par rapport à ça, donc par rapport aux écarts, je voulais aussi parler de Van Aert et Van Der Poel. Du coup, tu parlais de nos crossmen tout à l'heure, Anthony. Bon, Van Aert a dû quitter le Tour pour son enfant qui vient de naître. Je me souviens plus de son prénom, donc je préfère pas dire de Jérôme. Ah voilà, Jérôme. Voilà, je voulais être sûr avant de dire son prénom. Van Der Poel. Plus inquiétant. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Anthony, de tout ça, toi qui as donné dans tes 3 points? Plus inquiétant. Non. Plus inquiétant. On l'attendait comme dynamiteur dans ce Tour de France, pas que lanceur. Ouais. On parle de Van Der Poel, quand même. Après, j'ai lu des trucs l'autre jour sur les réseaux et des gars qui commencent à dire est-ce que c'est peut-être pas un coureur de juillet? Enfin voilà, peut-être pas un coureur de grand tour, peut-être pas un coureur de cette période de l'année aussi qui lui convient peut-être pas. Moi, Van Aert m'a déçu parce qu'il a pas mis au fond. On l'a vu. Je peux pas dire tout à l'heure, je dis on les a pas vus. Van Aert, on l'a vu, c'est vrai, c'est pas vrai, on l'a vu. Il a fait du Van Aert, il a pas mis au fond. Après Van Der Poel, c'est sûr que début de tour, on avait annoncé pour lui. Les étapes aux Pays-Bas, c'était tracé pour lui, on l'a pas vu. Ensuite, il s'est mis à faire le poisson pilote. Alors certes, c'est un putain de poisson pilote, on va pas le renier. Et en plus, il a Philipsen dans la roue, donc le duo peut que tuer des gens. Après, soi-disant, il était malade. Le lendemain, on le voit dans l'échappée. Enfin, on savait plus trop. Bon, moi, ça m'a un petit peu déçu. Bon, après, il y a eu aussi le passage du côté de Limoges, Saint-Bernard de Noblat. À Limoges, je pensais le voir essayer de prendre la bonne. Le lendemain, il y a cette étape où il part de chez Poulidor, donc c'est émotif pour tout le monde. Et puis je pense qu'il y a aussi c'est vendredi ou samedi. Il est dans la bonne avec Philipsen. C'est vendredi, c'est samedi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Non, c'est samedi où ils se font avoir. Non, c'est vendredi parce que samedi c'est l'étape dans les Vosges. C'était bien vendredi, ouais. C'est vendredi. Excusez-moi, je suis toujours perdu dans les jours, mais vendredi, voilà, quand il sort avec Laporte, clairement, on voit, de ne pas rouler, de ne pas relayer. Il sort même plusieurs fois. D'ailleurs, après, il sort avant, je ne sais plus avec qui. Pourquoi faire? Pour revenir derrière, rouler pour Philipsen, qui va finalement se faire avoir par l'échappée parce qu'ils vont pas revenir. Là, je pense, pour moi, ce jour-là, je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi on ne laisse pas Van Der Poel rouler, rentrer devant et voir par la suite. Si ça rentre de derrière, Philipsen fait le sprint, mais on le fait se relever, c'est peut-être une chance de gagner. Je pense pas que, ou alors on avait peur de la porte du côté de l'Alpecin. Tu sais pourquoi? Il y a une sorte de symétrie. Il y a une sorte de symétrie en fait dans les tours entre Van Aert et Van Der Poel, c'est que leur équipe les ont un peu finalement cadenassés. Ouais. Que ce soit Van Aert pour la Jumbo et qui n'a pas reçu forcément le soutien nécessaire, et puis Van Der Poel qui est à force de jouer le poisson pilote magnifique pour Philipsen, je pense qu'il se fait bouffer à Limoges. C'est lui qui doit sprinter, je pense, parce que c'est un sprint qui lui convient mieux que Philipsen, et cet exemple de l'étape de vendredi où il se fait avoir parce que il y a encore Philipsen dans ce groupe-là. Je pense que l'attitude de Van Der Poel, elle est complètement différente si Philipsen n'est pas devant ce jour-là. Et je pense qu'ils sont en mesure avec Laporte, parce que Laporte était très fort ce jour-là, je pense qu'ils sont en mesure de rentrer. Ouais. Tu sais pourquoi il n'a pas voulu faire ça? C'est pour éviter d'offrir une 5e victoire à Alpecin. Parce qu'il y a un de nos amis qui avait parié, vous pouvez screen, Alpecin va s'offrir 5 victoires. Tu parlais de cadenassage par rapport aux équipiers, on va dire, aux équipiers modèles quand même, comme Van Der Poel ou Van Aert. On a aussi des sprinters qui, quand ils ont quitté le Tour de France, on a vu à côté des équipiers qui ont pu briller. C'est le cas de la Soudal Quick-Step. Asgreen a réussi à avoir une étape. C'était pas sûr si Jacobsen restait. Ewan, c'est pareil, on a vu un Campenhars qui est monté sur le podium final du Tour de France en tant que meilleur combatif du Tour. James, toi qui a écouté tout à l'heure Théo et Anto, tu vas pouvoir prendre la parole. Et je suis presque à me dire, des fois, vaut mieux pas emmener de sprinters et garder une équipe un peu comme ça pour aller partout, parce que finalement, quand tu as un sprinter, ça empêche les velléités de chacun. Non? Surtout quand tu as un Jacobsen qui n'est pas au sommet de sa forme et un Ewan qui est... qui est tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire en dessous de tout, ça sert à rien de l'emmener tout court, Ewan. Il vaut mieux avoir une équipe de baroudeurs. Il n'y a pas manqué grand-chose, l'auto Destiny pour en claquer. Oui, tout à fait, oui. Il faut un beau tour, Ah, il faut un bon tour. Il manque un peu de... il manque pas grand-chose. Et finalement, c'est bien que... ça récompense un peu leur tour, que Victor Campenhars puisse être...
le super combatif. Alors, je suppose qu'on imaginait voir Thibaut Pinot être élu super combatif. Je sais rien. Voilà, je trouve que c'est une belle récompense pour le tour global de la Lotto Destiny. Ça fait encore un Belge qui est élu super combatif. Ça fait 2 de suite. Wout, c'était l'année passée. Et il fallait remonter quand même à 1975 avant. Hein. C'était Voilà. Eddy Merckx. Il a eu 4 fois de suite à un moment donné. Donc là aussi, on est en train de prendre le pouvoir sur ce classement. Oh là là Donc, là là. c'est magnifique. Voilà. Après, il y a une petite nuance sur le côté sprinter, c'est que Campenard et Asgreen n'étaient pas forcément assignés à un rôle très défini dans le train de leur sprinter, même s'ils auraient travaillé, évidemment. En fait, leur tour n'était pas forcément calqué sur que ce soit Jacobsen ou que ce soit Ewan. Je pense qu'ils auraient eu leur carte à un moment. On a bien vu la Soudal avec Julien Lafilippe qui en a mis de partout, malheureusement, sans aller au bout. La Soudal, c'était plus Morkov et d'autres qui étaient assignés à la protection de Jacobsen, mais je pense que Asgreen et Campenard auraient eu facilement leur bonne sortie sur beaucoup d'étapes. Bon, juste pour dire aux équipes, n'amenez pas toujours un sprinter pour canasser un petit peu tous vos copains à côté, parce que ça peut faire de belles choses lors d'un Tour de France. Allez, on termine cette partie par... voilà, on a fait des prédictions d'avant Tour de France, on va aller très vite, ne vous inquiétez pas sur ce qu'on avait dit avant cette grande boucle 2023. Alors pour la 3e place, James, tu avais mis Simon Yates, c'est pas si loin que ça. Théo, tu avais mis Adam Yates. Donc tu vois, c'est pas mal. Il me semble que quelqu'un a dû changer. Qu'est-ce que tu avais mis en vrai quoi? Non, j'avais mis O'Connor. Ah, t'avais mis O'Connor. Parce qu'on a les changé Yates, ils savent pas rouler à vélo, selon Théo, donc... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, j'exagère. Pour le maillot à poids, Chicone, bon, c'était quand même l'un des favoris. Normal. Philipsen pour le maillot vert. Théo, t'avais mis Guilhermet, donc t'es plus. C'était un gros coup de Chicone, il paraît. Ouais, c'est ce qu'il avait marqué, un gros coup sur notre petit drive. Guilhermet, petite déception quand même. Ah bah oui, grosse déception. En effet, Guilhermet qui un podium, je crois, sur Tour de France et puis c'est tout. Ouais, l'impression que c'est difficile pour lui. Le Tour de France était très difficile. Pour nos rubriques un petit peu spéciales, on avait l'animateur, donc on a beaucoup mis Van Der Poel. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, grosse déception aussi. Ça a plutôt été du Alaphilippe, du Neyland ou du Campenard. Le flop, j'avais donné Richard Carapace, on y est, hein, mais bon, malheureusement pas de chance. Jérémy avait donné Bernal. C'est vrai, James Ewan, on y est, et Théo avait donné Yates. Bon, alors là, c'est autre chose. Ça aussi, c'est pas très bien joué de sa part, mais après, vous inquiétez pas, la surprise, j'avais mis... Ouais, mais j'avais pas dit lequel. C'est vrai, bon, après, n'importe lequel, c'est plutôt pas mal. La surprise, je suis encore mieux, j'ai mis Egan Bernal, ça, totalement manqué. Jérémy avait mis Carlos Rodriguez, c'est pas mal. Johan Essen ou Félix Gall pour James, bravo. Et Théo avait mis Meus, donc pour une étape. Et tu as été parfait avant la 21e étape. Mais pourquoi il n'y a pas mes trucs à moi là-dedans? Parce que t'étais pas là lors de l'émission, donc tu prends les points de... Ensuite... On m'avait demandé, je l'ai fait quand même. Ah ouais, tu l'as fait quand même? Bah, je sais plus ce que t'as mis. Parce que j'ai dû l'envoyer, je l'ai dans mon téléphone, dans mes notes, là. Allez, et puis je vais donner... sur Messenger, il y est. Et du coup, j'ai donné un dernier, le mec qui passait pas un pont d'autoroute, qui va voler en montagne. Alors, on a beaucoup donné Bjerg, Wehrmacht pour James, mais finalement, c'est toute la Jumbo, j'ai noté, qui a remporté ce trophée, évidemment. Le trophée Wiggins Trophies, je l'avais appelé. Il y en avait d'autres aussi à côté, mais voilà un petit peu de ce qu'on avait dit. Vous allez vous écouter celui de l'avant-Tour de France pour faire une différence entre ce qu'on a dit et ce qui s'est passé sur le Tour de France. On attaque pas, c'est parti, parce qu'on parle encore de Belgique, malheureusement. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Je dis malheureusement parce que le Tour de Wallonie en ce moment et j'étais obligé de noter le retour en forme d'Arnaud Delis, mon cher James. Arnaud Delis qui revient en forme, qui a remporté donc la 2e étape. Le Tour de France Homme, on verra un petit peu plus loin dans ce podcast, il y a des paris par rapport à ça, mais comme c'est en cours, on va éviter d'en parler longuement. Cavendish et Astana qui discutent pour un contrat jusqu'au Tour 2024 et la sélection de l'équipe de France pour les mondiaux. Alaphilippe, Christophe Laporte, Cosnefroy, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Brian Cocard, Olivier Leguec et Valentin Madouas. James, alors pas trop long, mais sur le Tour de Wallonie, Arnaud Delis. Bon, le Tour de Wallonie, la première étape, on n'a pas vu une seule image, étant donné qu'il y a eu un petit problème d'hélico. Mais non, juste sur Arnaud Delis qui est de retour au plus haut niveau. Tu vois, tu parlais d'Ewan qui a des difficultés. Arnaud Delis, c'est pour bientôt, je pense.
Oh ben là, de toute façon, il n'y a pas de suspense chez l'auto. Hein. C'est Deli qui a le pouvoir et One est numéro 2. C'est encore plus officiel maintenant. Il a vraiment les clés du camion. Il a quand même bien démenti sèchement les rumeurs de prolongation jusqu'en 2026. Parce que dans la presse flamande, on écrivait déjà ouais, Deli a prolongé jusqu'en 2026. Il a clairement dit non, il n'y en avait pas question. J'ai un contrat jusqu'en 2024, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que. Il va prendre l'argent chez Ineos, c'est Jumbo. Voilà, c'est que. Je vais rien dire. Juste par rapport au Tour de Wallonie, oui, Deli revient en forme, mais ça, c'est pas une surprise. Moi, j'ai quand même envie de tirer sur Ghana, parce que je pense qu'en 10 ans de carrière, c'est l'une des interviews les plus minables que j'ai eu à faire. Mais Filippo Ganna, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je l'ai eu aussi sur Tirreno. C'est scandaleux. Ah. On lui pose des questions, oui, Glasgow, qu'est-ce que tu penses du parcours je sais pas, j'ai pas encore regardé. Attends, on est à 2 semaines du championnat du monde, t'as pas regardé le chrono? Tu te fous de la gueule de qui? Allô, quoi. Allô, quoi. Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Il va le regarder. Et je crois qu'il a regardé juste derrière ton interview. Ne t'inquiète pas, James. Filippo Ganna, en plus, c'est pas vraiment un bavard. Il essaye d'esquiver un maximum les questions, hein, même sur le podium protocolaire. On lui a posé une question. Qu'il vienne plus répondre aux questions, ça ira plus vite. Hein. On lui a demandé est-ce que vous êtes content de gagner. Il a fait oui. Voilà. Bon, bah, moi, c'est ça. Ça, c'est une question con aussi. Oui, ça, c'est bref. Théo et Anthony, il sera content le journaliste. Qui êtes français, surtout c'est un pote à James. Vous qui êtes français sur la sélection, l'équipe de France, j'ai donné les noms tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous choque, quelqu'un qui manque, quelle stratégie un petit peu par rapport au parcours? Bah, de toute façon, la Belgique notamment a pris un petit peu de tout. Remco, Van Aert, Philipsen pour être sur tous les terrains. L'équipe de France, c'est un petit peu pareil. On a du Coquard ou du Laporte. On a du Alaphilippe, du Cosnefroy. Voilà, des rouleurs comme Cavagna ou encore Madouas. Après, on part un peu de loin quand même. Hein. Faut pas se cacher. On est plus outsider que favori cette année. Même petit outsider d'ailleurs. Hein. Parce que pour moi, moi, cette équipe, elle me fait peur. Ouais, pour moi, il y en a qu'un ou deux dans l'équipe de France qui peut vraiment jouer le titre, mais pas plus quoi. Donc à la différence de peut-être certains, ça va être très très spécial. Bon. C'est un véritable tourniquet. Hein. J'ai compté 44 virages dans le circuit local. Hein. 44. Hein. La plus longue ligne droite, elle fait 500 mètres. Ça va être. J'ose pas imaginer les dégâts si jamais il pleut. Hein. Et ça n'a pas été vu depuis 1975, je crois, d'après les archives de James. Non, je dis n'importe quoi. J'ai cru que c'était sérieux. Merde. Je suis pas assez fou pour ça. Allez, on va continuer à parler de nous Français. C'est le sprint final. On y est enfin. Oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Alors le bilan de nos Français après 3 semaines, une victoire d'étape avec Victor Lafay comme l'an dernier. On avait une victoire aussi. 2 Français dans le top 10, Gaudu 9e, Martin 10e. Question, mais alors, hyper simple. Théo. Allez, on va prendre Théo. Est-ce que c'est un bon bilan? Bah, objectivement, il est comparable à celui de l'année dernière, vu qu'on avait quasiment le même. Alors, il y a peut-être les places qui changent, évidemment, mais ouais, il est un peu palo quand même ce bilan français parce que c'est un peu un mirage ces 2 places dans le top 10 parce que déjà c'est 9 et 10, c'est pas forcément alors 10 pour Guillaume Martin, c'est plutôt son niveau, 9 c'est pas forcément ce s'attendait Gaudu. Après sur les étapes, Lafay fait une première semaine, on l'a dit au podcast demi-tour qui est incroyable. Malheureusement derrière petit clin d'œil pour Mathieu Burgodeau quand même, qu'on n'attendait pas forcément à un niveau pareil avec deux podiums pour la Total Energy. Derrière, on était un peu orphelin d'un Julien Alaphilippe cette année qui lui manquait 5-6% de forme en plus. Et puis je trouve qu'on a foutrement sous-utilisé Christophe Laporte sur certaines étapes à la Jumbo. Je pense qu'il était capable, notamment en 3e semaine, d'aller chercher quelque chose de mieux, voire même hier, de pourquoi pas se mêler au sprint. Anthony, est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec ce contingent français sur ce Tour de France? Est-ce qu'on est là où on est attendu avec une victoire d'étape et deux coureurs dans le top 10? Bah non.
Pour moi, quand j'ai mis non, et malheureusement, on s'y habitue. Ouais, je rejoins Théo sur Laporte. Seulement, Laporte, quand il est en 3e semaine, on a août était parti. Enfin, tu me diras, il est parti mercredi ou mardi. Donc, quasiment. ouais, mais l'année dernière, on lui avait laissé un peu carte blanche sur la fin. Là, on l'a seulement vu sur l'étape de vendredi pouvoir prendre les échappées. Après, le reste, bah non. Le top 10, oui, on sent. Enfin, ça va recouper la question d'après, mais on s'entête encore à jouer les classements généraux pour certains, et alors qu'on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas, mais on continue tous les ans à nous dire on va jouer le général. James, Je pense qu'on ferait mieux à qui Tu penses à qui Je pense à qui? Je pense à Gaudu, je pense à Martin, je pense à des mecs comme ça qui pour moi ont les jambes pour aller gagner des étapes. Et je pense avant à, tu vois, un Thibaut Pinot, un Romain Bardet. Ça fait des années que ces gars-là, ils viennent jouer le général, mais ils ont des lacunes en contre-la-montre, donc on le sait bien que déjà ce sera très compliqué. Et puis ils n'ont pas les équipes autour après pour aussi entourer. Donc j'ai l'impression qu'on est tous les ans. C'est pas une question d'équipe cette année, Anthony. C'est pas une question d'équipe autour de c'est pas une question d'équipe. C'est pas une question d'équipe sur le niveau des gars. Mais il y a certaines années où tu as des mecs qui avaient plus de niveau et qui n'étaient pas. Et puis tu sais, on a beau dire ouais, c'est pas l'équipe parce que ça va pas faire. Mais mine de rien, quand tu es leader d'une équipe et que tu vois encore dans un groupe à la fin, dans un dernier call, que tu as 2-3 mecs de ton équipe avec toi, ça peut aussi t'aider à te surpasser. Là, nos Français à chaque fois, ils sont tout seuls. Que ça soit, tu reprends. Ouais, mais mine de rien, Groupama, ils en mettent 3 dans les 20. Ils en mettent 3 dans les 20 finalement, Groupama. Ouais, bah ouais. Si on prend l'exemple de Gaudu. 3 dans les 20 et on s'en souvient là parce qu'on est lundi, et le lendemain du tour. Mais dans 10 jours, tu te souviens plus. Ouais. James, toi qui alors que si ça avait gagné 3 étapes, on s'en souviendra encore l'année prochaine. Toi qui as un regard extérieur. Ouais, James. mais où? Attends, je vais écouter James avant d'avoir le regard extérieur juste pour savoir ce qu'il en pense de nos, ils s'en foutent les deux, nos Français. Non, mais je sais, ils sont partis, c'est pour ça que je vais le laisser. Après, on va les relancer sur Gaudu et Martin, vous inquiétez pas. James, pour juste ton regard par rapport à parce que toi, tu as l'habitude. D'ailleurs, il y avait une petite stat sur les 3 dernières années, je crois. On a 3 victoires françaises seulement. C'est égalité avec l'Espagne, mais on est loin au niveau des nationalités. La Belgique est à 16 de mémoire. Et puis derrière, derrière la Belgique, il y a les Britanniques, il y a le Danemark, il y a la Slovénie. Voilà, il y a pas mal de nationalités largement. Mais sur les 3 derniers tours, il y en a au moins une à chaque fois. Oui, donc ça, c'est allez, il y a au moins entre guillemets l'honneur est sauf. C'est parce que chez vous, gagner une étape, c'est quand même important pour le public français. Parce que si vous faites 1-0, c'est la honte. Hein, ouais, surtout à une époque, on était capable de faire ça. Donc, exactement. Une époque qui n'était pas si lointaine d'ailleurs. Vu la pression mise sur les coureurs français de manière générale, c'est le minimum syndical. Donc, on peut remercier Victor d'avoir remporté son étape très tôt. Donc, au niveau du contingent d'étapes, c'était bon. Il l'a fait, c'est-à-dire il est capable du pire comme du meilleur. Voilà. Génial. Et pour reprendre les termes d'Alain Deleuil que j'ai croisé ici autour de Wallonie, et puis après, il est capable de disparaître de la circulation. Au revoir, rendez-vous dans 2 mois. Tandis que, voilà, pour le reste, tout a été dit. Hein, les coureurs français sont à leur place, malheureusement. Vu le niveau de ce tour-là, Gaudu, on m'a dit encore chez FDJ hier, il est exactement au même niveau que l'an dernier. Alors, est-ce vrai ou pas? On me garantit qu'il est au même niveau, mais les autres sont à un autre niveau que l'an dernier. C'est tout simple. Hein. Avec ce niveau-là, il est 9e aujourd'hui, alors que l'an passé, il faisait 4. Tiens, on va prendre David Gaudu. On va commencer par lui. On sait qu'il y a eu pas mal de choses autour de lui. Première question par rapport à David Gaudu. Est-ce que la Groupama FDJ a eu raison de tout miser sur David Gaudu sur ce Tour de France quand on voit ce qui s'est passé sur ces 3 semaines? Est-ce que finalement c'était une bonne solution ou pas? Je ne parle pas de la sélection d'Arnaud Démare ou la non-sélection d'Arnaud Démare ou quoi que ce soit. Je parle du fait que est-ce que c'était c'était une bonne chose de tout miser sur David Gaudu, d'avoir toute une équipe autour de lui? Bien sûr que non. Ouais, t'es obligé d'en parler un peu de la non-sélection de Démare. Hein, oui, on veut parler avec, mais c'est juste que en fait. T'es obligé d'en reparler.
Oui, parce que en vrai, souvent quand on fait 9e et 10e du Tour de France, t'as pas une équipe entière qui te permet d'aller faire 9e et 10e. C'est quelqu'un enfin, la plupart du temps. Je prends l'exemple de Félix Gall, par exemple. Bon, même si Ben O'Connor a beaucoup travaillé pour lui, mais Félix Gall n'a pas une équipe entière qui travaille pour lui. Je sais pas, le 9e, 10e place, souvent c'est des coureurs qui performent mais qui n'ont pas toute une formation derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez-y, vas-y. Même parler de la sélection de la non-sélection de démarre. Allez-y, vas-y, prenez la parole. Mais bien sûr que non. Mettre tout sur Godu, évidemment, c'était une erreur. Alors après, on peut parler de Démarre, mais Démarre, il aurait fait quoi face à Philipsen? Rien. Face à ce Philipsen-là, il n'y avait rien à faire non plus. Il aurait fait 5, 6, 7 des étapes au sprint, peut-être un podium d'étape, mais pas plus. Vous n'allez pas me dire qu'il allait battre Philipsen au sprint sur base de ce qu'on avait vu en 2023. Il faut être cohérent. Donc, c'est ça le problème. C'est que mettre Démarre en plus dans ce tour-là, ça aurait apporté plus de résultats, c'est-à-dire de top 10 d'étape, mais le bilan, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, mais est-ce que ils sont un peu coincés chez FDJ finalement. Théo, Anthony, est-ce que ça valait le coup de faire ça? Est-ce que c'est parce que finalement, en fait, beaucoup de coureurs, on ne les a pas vus faire à l'offensive dans ce Tour de France. Du coup, je ne sais pas, est-ce que ça valait le coup de mettre toute une équipe autour de Godu? Est-ce que ce pari qui n'a pas été gagnant valait le coup? Et de toute façon, une fois que tu as pris la décision, tu peux pas revenir dessus. Donc déjà, qui est comme un Tour de France, ça dure 3 semaines, c'est 3 fois une semaine. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je pense vraiment qu'on a fait du tout Godu en première semaine, du côté de la Groupama FDJ, ce qui témoigne du fait que Pinot fasse 4e de la première étape dans le Pays Basque. Mais après, on les a vus à l'avant. Il y avait Vandenberg, Paché et Kung autour de Genietz, autour de Godu. Mais on a donné des cartes à Valentin Madouas, on a donné des cartes à Thibaut. David a essayé de temps en temps aussi de partir. Ouais. La sélection de démarre, pour moi, elle part d'un principe simple. C'est qu'à un moment, pour tenir 3 semaines, il te faut aussi une ambiance qui te tire vers le haut pendant 3 semaines. Il te faut une cohésion d'équipe. Et vu ce qui s'était passé, malgré le fait que ça a été remis à plat, etc., tu ne pouvais pas avoir 2 éléments comme ça qui se tiraient dans les pattes pendant 3 semaines ou pendant un mois, que ne serait-ce dans la dernière ligne droite de la préparation du Tour. Tu ne pouvais pas vivre ensemble avec ça. Donc à un moment, il faut faire un choix. Et le choix, il était sportivement plus enclin, même si Démarre gagne une course ou 2 courses avant le Tour. Tu as un leader d'équipe grimpeur qui fait 4 l'année d'avant, tu le privilégies. Sur un Tour aussi montagneux que celui-là, pour moi, la décision, elle est très dure pour Arnaud Démarre, mais elle reste cohérente sportivement. Alors, ça veut dire que si jamais il y avait une équipe qui ne travaillait pas autour de David Godu, il aurait fait combien David Godu finalement, Anthony? Peut-être, je sais pas, 12e, 13e, 11e, 10e, parce qu'il a eu quand même des difficultés en début d'étape. Est-ce que mine de rien, c'est son équipe qui la sauve. Bah oui, c'est son équipe. Franchement, il le sauve pour faire 9e. Ouais, c'est ce que je veux dire. 9e, on sent. Mais regarde, prends l'exemple d'un Peyo Bilbao. Oui, Peyo Bilbao, vas-y. Prends l'exemple d'un Peyo Bilbao. Il n'a pas d'équipe autour de lui, on est d'accord? On est d'accord. Bah, ça dépend ce que tu appelles une équipe. Non, mais attends, il a un moment perdu du temps pour pouvoir reprendre une bonne, pour revenir se replacer. Finalement, il finit 6e du général. Nous, les Français, on n'est pas capable de faire ça. Parce que dès le début, on se dit, on veut jouer le classement général. Donc on est là, on met du monde, machin, Sauf qu'au bout d'un moment, les mecs se retrouvent le cul entre 2 chaises, parce qu'ils sont entre 5 et 10e place. Ils ont pas assez de temps, ils sont pas assez forts pour être avec les meilleurs, mais ils ont plus assez de temps pour en perdre. Donc on se retrouve à partir d'une semaine de course, le cul entre 2 chaises, à limiter la casse, à faire ce comme on peut, et comme ça jusqu'à la fin du tour. Après, il y a une vraie différence avec Bilbao, c'est qu'au départ du Tour, il jouait pas le général, Bilbao. Il l'a dit dans plein d'interviews, et c'est au moment où il se replace que son équipe lui dit « Maintenant, fais le général, t'as l'air en forme ». C'est aussi un truc à prendre en considération. Il y a peut-être un truc à prendre justement comme exemple, là, il faut être un peu plus malin, c'est-à-dire dire ouais non mais il faut un peu ruser à un moment donné, dire ouais non cette année on fait pas le général, tu perds du temps, tu le fais exprès, tu gagnes ensuite, tu vas en échapper et tu fais une Bilbao, c'est-à-dire tu gagnes ton étape, tu te replaces au général par la même occasion et puis bah tu t'accroches. Et du coup voilà tu joues le général qui est finalement ton vrai objectif, mais tu le joues de manière un peu plus subtile.
Les Français, ben oui, malheureusement, c'est Bah ouais, toujours la mais même chose. rappelez-vous, Et- Guillaume Martin, il faisait ça et on se foutait de sa gueule un peu à minima quand même, tu vois. Mais Guillaume Martin, le problème, On... c'est qu'il n'arrive pas à conclure parce qu'il Ouais. est pas, il n'y a Mais, pas de ouais, giclette, c'est jamais Ouais, mais plus fort d'une échappée. Il Guillaume lui Martin, manque il fait toujours 10. quelque chose. Il fait 10 sans s'accroche en Guillaume Martin. Voilà, et finalement, 9 ou 10e, le Tour de France de Guillaume Martin ou de David Gaudu, il est assez similaire, je veux dire, en termes de place. On peut pas dire que... Le problème qui se pose aussi, c'est que ces gars-là, Gaudu, Martin, Bardet et compagnie, ils n'ont pas non plus cet instinct de tueur sur une étape non plus pour aller voilà, avec une pointe de vitesse suffisante aussi pour régler des petits groupes, etc. Il y a toujours un truc qui fait en sorte que ils se font niquer, quoi. Et Pinot, c'est la même chose. ouais, mais Gaudu, non, mais Gaudu c'est il est vrai, capable de c'est gagner vrai, sur la il aurait Vuelta. dû- Non, il a raison. Sur la Vuelta, il a été capable de gagner, David Gaudu, quand il a eu ce rôle. Alors, sur une Vuelta, je sais plus, c'était peut-être 2021, je sais, j'ai plus exactement en tête. Il fait 2 étapes et il fait 10e, je crois. Finalement, Ouais, voilà, mais il est là, capable on de... est sur le tour, on parle Oui, du tour. bah, bon, mais c'est un grand tour quand même, d'accord. Il y a- Non, il y a- Ouais, mais il y a le toujours, niveau est tellement malheureusement, différent. un Franchement, truc le qui niveau est fait en tellement sorte différent. que ça foire, quoi. Bon, David Gaudu, donc finalement, déception, on est d'accord pour le Tour de France de David Gaudu, mais il a sa place. Bah si, déception quand même, parce qu'il était venu pour le podium. C'est pas raté. Et j'ai pas dit- Non, c'est pas c'est une déception de place, de oui, résultat, c'est ça. peut-être. C'est pas une déception de niveau. Ah ouais, non, pas Le du tout, fait parce est qu'il que a sa à place. un moment, tu peux te faire battre par plus fort. Et chapeau à lui d'avoir tenu dans la tête, parce que des tonnes de médias français, quand il était pas bien au Dauphiné, quand c'était un peu mieux sur le championnat de France, il a pas pété dans la tête. Il aurait pu première étape de montagne, il aurait pu prendre 20 minutes. Ouais. Et là, on se serait acharné. Et là, on aurait pu faire ce débriefing là. Le fait est qu'il a tenu, même quand il a perdu du temps en première, en deuxième semaine, voilà, on se disait, est-ce qu'il va plutôt jouer les étapes, machin. Le mec a tenu dans la tête et il fait une étape, je crois que c'est au BT, où il revient de derrière alors qu'il était lâché durant toute l'étape. Il faut être Chapeau, costaud, quand même. parce que quand Faut tu être- vois les faut être deux Yates costaud. être meilleurs que toi sur un grand tour, c'est quand même très fort. Hein. en fait, le problème, c'est que d'habitude, il y a des jours sans pour les Yates, donc du coup, ça aurait fait 2 places de plus pour oui. Gaudu, qui aurait pu faire 7e du Tour de France. Voilà à quoi ça se joue, un bon ou un moins bon À Tour, cause des Tour de équipes, France. en fait. Et puis James, tu le sais, tu as eu les mêmes échos que moi ou que nous. Dans ces données Oui, de ce cyclisme si mathématique désormais, il est au niveau de l'année dernière, il est à son meilleur niveau. Alors peut-être qu'il manque 5-10% pour être à 110-120%. Mais il est à sa place. Voilà. Est-ce que c'est une déception? Moi, je suis pas sûr. après... En fait, le gros problème, hein, c'est son Paris-Nice, où il a fait jeu égal avec Vingo et Poggi en étant même meilleur que Mais Vingegaard. on en revient là, on en revient à ce gap d'amélioration des performances en l'espace de 3 mois. Et c'est ça le problème, c'est que derrière, ça crée des attentes. Forcément, on se met à rêver côté français. Putain, Gaudu, début de saison, il est au même niveau que Poggi. Mais c'est la folie. Il a fait 4e du Tour. Il sait suivre les 2 extraterrestres. Et voilà. Bon, on a fait le tour pour David Gaudu, pas sûr Il aurait dû mieux faire 17e de Paris-Nice, ça aurait été bien mieux pour lui. Pas sûr que Marc Madiot va recommencer cette expérience. On verra ça l'année prochaine ou dans les prochaines semaines. Peut-être fera-t-il la Vuelta et sera encore meilleur. On va parler d'un de ses collègues au sein de la Groupama FDJ. C'était dans les 3 points de Théo, mais c'était aussi dans mes 3 points à l'intérieur, bien sûr. Thibaut Pinot qui a fait une étape de folie dans les Vosges lors de la 20e et avant-dernière étape arrivée au Markstein. On y a cru pendant un petit moment, pendant 10 minutes pour la victoire de Thibaut Pinot dans ces terres. Voilà, donc Thibaut Pinot qui arrête le cyclisme à la fin de la saison, et donc c'était son dernier Tour de France. C'est l'image, Théo, c'est l'image presque de ce Tour de France pour nous, Français, peuple français, de voir Pinot dans le petit ballon avec tous ses supporters qui étaient tous là. Ouais, puis clairement, pour moi, cette étape, c'est le résumé de la carrière de Thibaut, capable de très grandes choses. Ça dit quelque chose symboliquement aussi de l'épilogue de cette étape où il se fait avaler, il s'accroche, mais en fait, c'est trop dur. Et en fait, c'est à l'image de sa carrière, un mec qui est capable de te foutre les poils. Et puis tu as le sentiment aussi que c'est un garçon qui n'est plus vraiment à sa place maintenant, dans le peloton de maintenant. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pouvait pas rêver mieux. Enfin, c'est une sortie qui est
qui est impeccable. Parce que, rappelez-vous de cette étape-là, hein, au début, il est pas devant, il fait pas partie du groupe de tête. Derrière, on met Stefan Kung en appui, on sort avec Madouas. Enfin, toute l'étape est folle. Et puis surtout, il y avait évidemment ses supporters dans le petit ballon. Le mec part justement dans le petit ballon. Il met 30 secondes à Pidcock et Warren Barguil qui avait des très belles jambes sur cette étape-là. Franchement, c'est royal. C'est royal. C'est royal, donc Thibaut Pinot qui a donné beaucoup d'émotion à tous ses supporters. Tiens, sur RMC, certains consultants ont dit qu'il n'avait pas marqué son sport. C'est peut-être vrai, ça c'est sûr. Hein. Ça ne sera pas dans les 10 meilleurs coureurs de l'histoire. On peut citer le consultant. On peut citer le consultant, non? C'est Stephen Brun notamment qui a dit ça. Ouais, voilà. Mais Anthony, qui reste à jouer au basket. Ouais, Anthony, c'est quand même un coureur à part. Thibaut Pinot, mine de rien. Franchement, on sait, nous on est très conscient de savoir que bon, il a quand même un palmarès. Hein. Il a dit qu'il n'y avait pas de palmarès. Le Tour de Lombardie, ça compte un petit peu quand même. Mais bon, bref, on sait qu'il n'a pas gagné les 3 grands tours. On attendait parfois mieux, mais c'est un coureur différent des autres. Il n'a pas gagné les 3 grands tours. Voilà, on y revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un coureur. Il y a une époque, ce coureur a été mis dans une case quand même de venir pour gagner un grand tour. Ça s'est joué un genou près, mais bon, bref. Oui, ça s'est toujours joué. Oui, mais attends. C'est Thibaut Pinot, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, la carrière a été immense. Je pense que sur l'étape c'est samedi, hein, donc. Il est pris par le truc et il se lance dans le petit ballon, il se lance alors que derrière la bagarre n'a pas vraiment commencé et pourquoi pas attendre un petit peu avec, mais je pense qu'il a voulu se faire kiffer. C'est impossible. Hein, non, voilà, il voulait. Mais si tu bascules avec un Pidcock et un Barguil, tu vois, est-ce que bon, avec Dessy, comme on dit, on coupe du bois, mais moi, j'ai quand même été déçu, comme l'a dit Théo, c'est à l'image de sa carrière. Il sort, ça fait vibrer, tu vois, ce groupe, ce machin, toutes les images qu'on a pu voir. Et puis à la fin, malheureusement, putain, on le savait, quoi. Quand je le vois sortir, moi, je dis putain, mais c'est un peu trop tôt. Et là, il va se laisser prendre par le truc. Et putain, à la fin, je vois le résultat. Enfin, je vois les derniers kilomètres. Il fait pas le même vélo que les autres, tout simplement. Non, en plus, puis comme tu as dit, et je pense que toi, il l'a dit, je sais plus sur quelle interview. Il n'a pas le nez sur le compteur pour regarder les watts à ce moment-là, je pense. Et il l'a dit, c'était d'ailleurs sur France TV, parce que c'était avec Onofredo. Quand Onofredo lui a demandé si le vélo avait changé, il lui a dit oui, que plus rien n'était pareil, tout était calculé et tout. Et on sait très bien que Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui est amoureux de la nature, voilà, qui est dans un monde un peu déconnecté par moment. Il s'est totalement déconnecté. Et je pense que oui, il arrivait au bout du truc parce que c'est sûr que lui, le capteur de puissance, la bouffe et tout ça, attention, je dis pas qu'il fait pas le job, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime aussi le vrai vélo, on va dire le vélo un peu d'antan, et je pense qu'il arrivait au bout, et on aurait bien voulu le voir gagner quand même, mais bon. C'est une question de personnalité, c'est pas forcément une question de charisme, mais un mec comme Thibaut, comment il a couru durant toute sa carrière, moi ça me met plus de frissons qu'à Jonas Vingegaard, qui pour moi ne me procure mais absolument. Tu peux pas comparer. Non, mais je suis d'accord au niveau de l'émotion. Tu peux pas comparer. C'est Vingegaard, quand tu le vois maintenant, c'est une machine. On regarde le vélo au-delà que pour la performance sportive. Oui, mais on regarde le sport. Tu vois bien la différence entre ces coureurs. Regarde, tu prends un Van Der Poel qui va être chien fou par moment, alors à la Jumbo, un Vingegaard, il est là, et bon, il est pas les yeux sur le compteur comme pouvait l'être à l'époque. C'est exactement ce que je te dis. Mais il sait exactement, t'as vu quand Pogacar attaquait, il y allait pas parce qu'il savait très bien, voilà, les watts, elles sont là, et on sait qu'on va lisser sur temps. C'est incomparable, tu peux pas comparer. D'ailleurs, c'est pour ça que Tadej Pogacar a vraiment eu un peu plus, de supporters, encore un peu plus de supporters sur ce Tour de France où Vingegaard. Je pense pas que si jamais on demande à des gens, tu préfères qui entre les deux, souvent on va dire plutôt Pogacar. Voilà, c'est le vélo aussi qui est comme ça. Surtout, on aime beaucoup les perdants, surtout du côté des Français. Oui, il y a une tradition là-dessus, bien sûr. Voilà, donc pour Thibaut Pinot qui a fait son dernier Tour de France. Tiens, on parlait d'époque qu'il fallait quitter au beau moment. Peter Sagan qui a fait ses adieux aussi sur la pointe des pieds de ce Tour de France. Lui aussi, il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Après ce Tour de France, je comprends qu'il vaut mieux que je parte. Bon, voilà. Il a mis un peu de temps. Ouais, mais je pense que là aussi, il aurait pu comprendre plus tôt. Ouais, il est un peu. On est d'accord, Théo. Il en a un petit peu ras les fesses. Et puis Tony Galopin aussi, il faut le noter parmi les Français. Dries de Van Aert aussi, non, c'est ça, je crois. Qu'on n'oublie pas aussi les Belges, attention. C'est important. Du coup, on enchaîne
Alors je voulais faire les bilans mais on va passer très vite. Cofidis, donc 2 victoires d'étape, la meilleure équipe française de ce tour, voilà c'est tout, avec Guillaume Martin 10e, on est d'accord? Oui. AG2R c'est fort aussi. Eh ben, Ouais, voilà. moi, il n'y a qu'une victoire pour AG2R, mais pour moi, Arriver à switcher, passer de O'Connor à Gall, c'est fort. Bah, tiens James, tu voulais parler de Félix Gall. J'avais une question, peut-il jouer un podium d'un grand tour? Bon, peut-être pas, j'en sais rien, mais voilà, Félix Gall, c'est... Entre la montre, c'est compliqué quand même. C'est la trouvaille du côté d'AG2R, mais parce qu'il a fait que chez DSM, il travaillait pas, c'est ce qu'a dit Julien Jourdi, donc du coup maintenant ils l'ont pris chez AG2R et ça y est, maintenant il performe à fond, tu l'as remarqué. Non, mais il faut voir un peu la start list des grands tours. Hein. S'il n'y a pas Vingegaard, s'il n'y a pas Roglic, s'il n'y a pas il est au niveau de Vingegaard et il y aura peut-être Pogačar. moyen de faire quelque chose, mais... Et si, voilà, quoi. Ouais, Vous avez bon. compris, quoi. Ouais, AG2R qui a eu vraiment des stratégies bizarres, on en parlait tout à l'heure. Donc ils ont roulé pour sauver la 8e place de Félix Gall, qui était à 12 minutes à peu près de la tête de... C'était même pas la 8e place à l'époque. Hein. Ouais, c'était la 12e place. C'est la 16e ou la 15e. Voilà. O'Connor qui roule dans le final. Alors, c'était l'étape de vendredi, c'est ça, je crois. Alors, il y avait qui? Alors, j'ai un trou de mémoire. Maurice Asgreen. Voilà, Maurice Asgreen. Donc, O'Connor, il s'est dit, je vais tous les taper au sprint. Donc, il a roulé avec. Félix Gall, ennemi de la nation, hein, on l'a tweeté sur les réseaux sociaux, qui roule derrière Thibaut Pinot. Ça nous a... Alors qu'il avait Pogačar et Vingegaard dans la roue. Surtout qu'il s'est fait taper, évidemment, au sprint, mon cher Félix. Oui, James, oui, je sais. C'est invraisemblable, cette étape-là. Pourquoi il n'y a pas eu, chers amis français, un acte de solidarité pour offrir cette victoire à Pinot? Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi cette étape, Pinot ne l'a pas gagnée. Warren Barguil a dit qu'il avait passé aucun relais à Pidcock. C'est parce que Tadej attaque. C'est parce que Tadej attaque. Mais pourquoi il a besoin d'attaquer? Il ne va pas refaire ses 7 minutes. Il a déjà gagné une étape, Tadej. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi vous roulez comme un acharné? Offrez-lui son étape. Moi, c'est pas parce que j'ai pas gagné mon pronostic au jeu, ça déraille, je l'ai quand même gagné le jeu. Mais le mec cherche une ouverture de place pour le placer. Magnifique. Voilà. Mais cette histoire, elle devait aller au bout. Il était devant. Et je c'est UAE le problème, c'est pas Gall, James. Ouais, c'est pas Gall le problème, c'est Pogačar qui était piqué au vif. Mais c'est tout le monde. C'est un coup de gueule contre tout le monde. Pourquoi ne pas lui avoir laissé son étape? Toute la France l'attendait. Quel gâchis, quoi. Regarde, qu'on a bien laissé une étape à Contador sur la Vuelta à Langlio, donc je crois que c'est ça, oui. C'est ça. On en a laissé 5 aux Belges, on pouvait quand même en laisser une à Pinot, quand même. Ah, ça y est, ça revient encore. Bon, alors le bilan des Français, on finit, je le dis juste très vite, Total Energy, bravo à Mathieu Burgodeau, on l'a dit tout à l'heure, Arkea, Samsic, voilà. Allez, on passe au quiz. C'était rapide, Arkea. La 4e place de Luca Motti. Il faut quand même préciser qu'il y avait Total Énergie autour. Oui, c'est... Oui, avant. Burgodeau, Pierre Latour, voilà, bon. Mets tes écouteurs dans les oreilles. Peter Sagan. Allez, le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Alors, le quiz, on va essayer d'aller le plus rapidement possible, comme d'habitude, on est toujours à la bourre. 22 équipes sur le Tour de France, 22 questions. Vous inquiétez pas, c'est pas des questions, ça va vite. C'est une question par équipe. Alors, c'est au plus rapide, et puis si jamais vous trouvez pas, je passe à la suivante. Je note juste vos noms pour mettre les points. Vous pouvez jouer dans le chat, bien sûr, mais là, ça va être rapide. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas votre Tour de France comme celui de... Tu triches pas, Anto, hein. De beaucoup de coureurs. Notamment Mikel Landa. Jamais. Alors, la Jumbo-Visma remporte le classement par équipe. Qui est classé dernier au classement général dans cette équipe? Van Hooydonk, puisqu'il a abandonné. Van Hooydonk, c'est une bonne réponse. Non, mais classement, il faut être classé. Voyons, James. Qu'est-ce qu'il est bête, le Belge. Un point pour Théo. T'as gagné les pronos, mais le quiz, ça va être compliqué si tu continues comme ça. Non, je vais perdre. UAE, premier podium en carrière sur un grand tour pour Adam Yates. C'était quoi son meilleur classement avant? 4e, vous l'avez dit en même temps, je vous accorde un point chacun. Non, vas-y. Non, c'est normal, c'est comme ça. Ineos, donc, Carlos Rodriguez s'est battu pour monter sur le podium du Tour. Raté. Ça date quand le dernier Espagnol sur le podium du Tour de France?
Ah, tu veux la date ou tu Je veux veux juste la date. l'homme Non, la date. Après, si vous donnez l'homme, je vous donne des points bonus. Vous pouvez me donner les points bonus si vous 2019. sortez votre chance. Allez, ciao Anthony. Allez, c'est bon. Éliminé. Pour le Tour de France, on est bien d'accord. Waouh. Ouais, sur le Tour de France, ça date de quand? Mais en 2019, c'est non. Joaquim Rodriguez. Mais non, je ne demande pas des noms. Je veux l'année d'abord. Ah, mais l'année, vas-y. En 18 C'est mort. Je vous donne pas de points. Dans le chat, ça n'a pas trouvé. C'était 2009. Non, c'est pas bon. On a donné ça dans le chat. C'est 2015 avec Alejandro Valverde. Ah, Valverde. Ah ouais. Oh là 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 là. Donc, Groupama maintenant. Madouas n'a pas levé les bras avec le maillot de champion de France. Mais qui est le dernier Français vainqueur d'une étape avec le maillot bleu, blanc, rouge sur le dos? Chavanel. Vauclair. Non, c'est ni Chavanel ni Vauclair. Anthony, t'as une chance. C'est incroyable. Pop. Il n'y a pas PCS, c'est dur. Vauclair, donc c'est pas bon en vélo à gauche. Alors, mais donne-en un nom. C'est un jeu qui se joue vite. On a le droit à plusieurs réponses. Hein. Démarre, bonne réponse pour le chat. Que je note. Putain, Démarre. Je peux penser à Démarre. Merde. En 2017. IF, Richard Carapace a abandonné après une chute sur la première étape. C'était le leader pour jouer le général qui a terminé premier au général chez IF. Ouran. Quel coureur? Non, ce n'est pas Ouran. Paulès, c'est une bonne réponse, James. N'hésite pas à mettre ta caméra pour qu'on puisse te voir. Là, on voit plus que ta coupe de cheveux. Là, et c'est pas le truc qu'on a envie de voir. Ça veut dire. C'est pas le truc. Non, le mec a mis l'ordi pour voir PCS. Voilà, bravo. Direct. La Soudal Bien sûr. a bien failli repartir sans victoire. Merci Asgreen. C'est quand la dernière fois que l'équipe de Lefebvre est repartie 2012. sans victoire d'un tour? C'est en 2012, Théo, bravo, c'est une bonne réponse. C'était en 2012 et ils l'ont fait aussi en 2011 et 2009. 0 victoire. Bahrain Victorious, quel est le seul coureur de l'équipe à avoir abandonné? Boss, c'est oh là là, Théo qui a bien taffé. Oui. En même temps, il a fait pas mal d'un 3 ou trop. Ça aide aussi un petit peu. C'est bien. Boss. Voilà. Labora, victoire d'étape pour Hindley et Meus. Citez-moi un autre coureur qui avait déjà gagné sur les tours précédents, qui était présent dans l'équipe cette année. Jungels, c'est une bonne réponse encore de Théo, qui marque son 5e. J'ai eu bon aussi. Oui, après, voilà, tout simplement. Oui, tout à l'heure, James, c'est en même temps et moi, c'est après. Là, j'ai entendu après. Attends, Anthony, tu sais bien. Tu te mettras le replay tout à l'heure. La Lidl Trek. Il a Trek. déjà désigné son vainqueur, Johan, là. La Lidl Trek, donc Ciccone, vainqueur du maillot à pois. Il a remporté aussi le classement de la montagne sur le Giro. Mais c'était quelle année, d'ailleurs? 2019. 2019. Alors là, vous n'allez pas dire que mon chouchou c'est Théo. Voilà, j'ai donné un truc du Giro. Donc Théo, encore un nouveau point 6. Un pour le chat, un pour Anto, un pour James. Il reste encore des questions. Non. Il y a des questions qui bonus, où ça fait 0 points. Qui a 6 points là? C'est Théo. Il y a eu que 5 questions. Alors, le mec a 28 points, il n'y a que 22 questions. C'est normal, non, mais il a eu 28 points. AG2R. Il y a des bonus. Allez, on a un timing à respecter parce qu'on doit aller sur le tour. Oui. Feixgal dans un top 10. Le dernier coureur autrichien qui a fait top 10 sur le tour, c'était qui? Mais qui s'est fait exclure ou pas? Non, c'est pas Cole. Non, c'était après Cole. Pour vous aider. Attends, du Tour? Je crois, ouais, du Tour. Non, peut-être je dis non. Du Tour ou d'un grand Tour? Moi, je connais pas d'autres. Du Tour de France. Non, c'est avant. Du Tour de France. Ouais. Alors, je suis en train de regarder ce qu'on me dit dans le chat. Ghost Tower. Alors, je sais même pas qui c'est. Alors, du coup, c'est pas lui. C'était avant Cole? Je crois que c'est après, en fait, finalement. Pardon, excusez. C'est avant, oui, pardon. Avant Cole. C'est Ludertinger, un truc comme ça? Non, peut-être vous n'avez pas trouvé le chat non plus. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est bon, quelques secondes sont passées. Donc, c'était un coureur qui a fait 7e en 2004, Gerd Toschning. Gerd Toschning. Il fallait bien faire une question difficile. Ça me parle. Alpecin, donc la meilleure place de Mathieu Van Der Poel sur le Tour 2023. Celui qui se rapproche le plus, je lui donne. 4 7 Ouais, vas-y, grouille. Attends. 8. Il a les classements accrochés au plafond. 8. Alors, c'est ni 4, ni 7, ni 8. C'est
12e à la 19e étape. C'est Bah le donc je suis meilleur plus classement. Oui, tu es le plus proche, donc tu prends encore le point. Bravo, mon préféré. Putain. Pardon. Bah, c'est pour ça que j'ai Ah, je l'ai dit. réfléchi. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Je l'ai dit, Celui mince, ça, c'est mon préféré. Anthony, il donne une mauvaise réponse, il a un point. J'ai dit le Ouais, plus proche. c'est- J'ai dit le plus Non, mais proche gros, avant. Non mais allô quoi. Non, mais soyez intelligent aussi. Mais oui. Intermarché. Il y avait un ancien porteur. on est con. Il y avait un ancien porteur du maillot jaune dans l'équipe. C'était qui? Mike Costa. Tennyson. Tennyson, encore une fois. Alors là, c'est. Donc, alors, je rappelle le Moi, score. je dis Costa pour Rémi. 8, 1, Ça lui aurait fait 1 et plaisir. 1. 8, 1 et 1. Ouais, franchement, il le mériterait. Ouais, je sais, Rui Costa. Je l'ai pas noté parce que je savais que vous allez penser que c'était ça. Dernière victoire, donc Cofidis. Dernière victoire avant la fête pour Cofidis. C'est plus facile. Chavanel. Quelle année, pardon? 2008. 2008. Et James l'a dit en même temps, donc je lui donne aussi le point. Bah non, j'ai dit 2008 avant. Non, c'est en même temps. Vous allez vous faire le replay après. Arrêtez de vous chamailler. La Movistar, on est bientôt à la fin. 2080. Allez, dernière ligne droite. 2080. Movistar, alors quel est le coureur qui a fait un podium d'étape sur ce Tour de France? Difficile Tour de France pour la Movistar. Jorgensen. Ah non, Jorgensen, c'est une bonne réponse, Anthony. Bravo, je t'ai entendu. On est où? DSM. Degenkop, il était sur le Tour ou pas? Oui, Oui. C'était un bonus, parce que moi, je l'ai appris que très tard. ça valait 5 points, celle-là. C'est un bonus. Israël, il y en a encore 2 autres bonus. C'est vraiment ça la question? Ouais, C'était ta question de SM, ça? Ouais, Oui, c'était- tu me mets points. Tu me mets Non, points, je là. te- T'as je pas te écrit donne ta petite pas le feuille. Israël, première tech. Combien de Canadiens dans l'équipe? Bah 2. Combien de quoi? 3. De Canadiens dans l'équipe? Trois Canadiens. Ouais, c'est 3, c'est 3, c'est 3. Bon, Anthony, je suis sympa, je te donne un point, mais vraiment, alors que t'as pris sur le tard. Jayco, 4e sur le Tour de France. Simon Yates restait sur 3 abandons de suite. Sur quel grand tour? Ouais. C'était quel grand tour il a terminé? Tour d'Espagne. Le dernier, Hein le dernier Oui. grand tour qu'il a terminé, pardon, ça c'est plus français. Espagne. Mais l'Espagne, c'est pas un grand tour. Non, déjà. le Giro. Non, il me faut, l'année et le grand tour, s'il vous plaît. Alors, le Giro, L'Espagne, c'est pas un grand tour. alors c'est le Giro, c'est bien le Giro. Le Giro de quelle année? Giro 2020 de Froome, non? Non, c'est pas 2020, super colo dans le chat. Non, de 2019. Eh, sais rien. Giro 2021, où il fait 3e. On en est où au Ouais, niveau ouais. des points, là? Au niveau des Il points. compte plus, c'est pas la peine. Non, si, j'ai 10 points. Si. 10 points pour Théo, Ouais. 3 points Ouais, pour t'as Anto, perdu, là. 2 pour James. Que 3 mois? Ben, Pour c'est pas le possible. J'ai dit Degenkolb. J'ai Non, mais dit. Degenkolb, j'ai pas Non mais c'est bon, Anthony, c'est Allez, bon, c'est bon, lâche l'affaire. Alors, une facile. Arkea Samsic. Quelle est la meilleure place de Luca Ouais. Mazzato? 8. 5. Non, on l'a répété 10 fois dans le Sadera. 10. Mais non, 12. vous n'avez pas écouté les derniers Sadera. Allez, vous avez plus le droit au point. C'était 4e lors d'un sprint, Luca Mazzato. Ah, voilà. J'ai hésité, C'était sa mère. très fort. L'Auto-Destiny. Allez, l'auto, c'est pour moi. L'Auto-Destiny, c'est pour toi en plus. Sur 11 grands tours disputés, combien de grands tours Ewan a terminé? Wow. Sur 4. 11. Non, c'est pas 4. Ah. 6. 5. Et il n'en a terminé que 3. 3. Tour de France Ah 2022. putain, 3. C'est bon. Non, J'ai un demi-point alors. 2020. Tu réponds après que je donne la réponse. Non, mais Il a eu le point, hein, Ouais. Théo, pour une connerie comme ça. Hein. 2022, Ouais. 2020, Mais il a eu un 2019. point. Hein. Point bonus pour Astana. Fais pitié, donne-lui un point. Donne-lui un point. non, Allez, merde. 3 questions. Point bonus pour Astana. Est-ce que Astana était sur le Tour de France? Oui. Bravo. Non. Non. La réponse non était acceptée aussi. Uno-X, le nom des 2 coureurs non Ah ouais, norvégiens de t'es l'équipe. vraiment pas fait chier pour faire une question à Stan, attends. Ouais, non, bah ouais, mais attends, on les a pas vus. Sauf Cavendish, bien sûr. Quel scandale. Le nom des 2 coureurs non norvégiens de l'équipe d'Uno-X. Charming. Gregard. Ouais. Allez, casse-toi, j'ai le point. Ouais. Allez, c'est bon. Oh, De toute façon, t'as déjà gagné depuis longtemps. C'est que toi maintenant. Et dernière question, Peter Sagan était-il sur le Tour de France? Non. Oui. Oui, mais non était accepté, évidemment, vous le savez très bien. Oui et non. Oui et non, les deux c'était bon. Donc, est-ce que j'ai Oh, besoin wow. de rappeler les scores là? 10 pour Théo, 3 pour Anthony, 3 pour James, 1 pour le chat. Voilà donc ce magnifique, Petite bête aussi, voilà. magnifique quiz. On enchaîne très rapidement avec les paris, s'il vous plaît. Il nous reste 2-3 minutes. Mais il n'y a plus d'étape.
Et le Tour de France féminin, Théo. Alors, ça ne compte pas. La 4e semaine du Tour de France, elle est là. Théo, hein? Oui, alors déjà, merci aux personnes qui ont mis le code promo Saderail sur TheBet et qui vont nous permettre de progresser. Ça, c'est une première chose. Il y en a eu pas mal. Ils étaient contents du côté de TheBet, mais pour l'instant, c'est terminé. Peut-être au prochain Tour de France ou dans les prochaines grandes courses. Les paris, aujourd'hui, sur le Tour de France féminin, qui a déjà commencé. Vous le savez, vous avez regardé Lotte Kopecky, la Wout van Aert de féminine qui a tout remporté depuis le début de l'année et qui donc a ce maillot jaune. Qui va remporter ce Tour de France féminin ou donnez-nous un podium. Attends, je vais aller voir les cotes ou quoi que ce soit en attendant. Allez-y les amis. Le podium de quoi? Je sais pas, donnez-moi. C'est bien préparé ça. Donnez-moi. Non, mais il faut me donner à chaque fois, vous le savez très bien. Donnez quelque chose, quelqu'un qui fait podium, le vainqueur. Donnez-moi un petit pari. On fait le général, on peut pas faire les étapes quand même, c'est dur. Ouais. Ah non, pas les étapes. Non, les étapes, on fera pas. De toute façon, c'est SD Works qui va gagner toutes les étapes et le général, donc c'est facile. Voilà, tu peux me donner le pari. Moi, j'ai mis la maison en hypothèque sur Demi Vollering. Moi, je dis que SD Works remporte 5 étapes. 5 étapes, ok, très bien. Bah voilà, je le note. Alors, pour faire référence à notre ami Jérémy. Sakakian. Ouais. Et alors, Anthony Vollering va gagner le général facile. Vollering, ok, voilà. Ça c'est bon. Anthony? Attends, moi, je cherche ma joueuse. Oh là là, on va en avoir pour longtemps. Demi Vollering. Mais ok, super. Mais là, mais tu rigoles ou pas? L'autre, il cherche 15 minutes pour sortir Demi Vollering, qui est l'ultra favorite de ce Tour de France. Bravo Anthony. En fait, c'est juste parce que t'avais aucun nom et que t'as répété celui de Théo, on le sait très bien. Je regarde un petit peu, je connais pas trop de joueuses. Ah si, j'en connais là. Très Persico, Brandt. Ah ouais, Anthony, parce que c'est bon. Non, c'est Lucinda, ouais. Ah oui, c'était ce podcast, s'il vous plaît. Non, mais moi, je joue Demi Vollering aussi, moi. Ah oui, bah merci. Merci. C'est original. Allez, on termine ce podcast juste avec le classement. Alors, je vous donne déjà le classement des pronos. Voilà, je l'ai. Attends, laissez-moi le trouver. Laissez-moi 2 minutes. Tu peux pas l'afficher carrément? Je l'affiche. Regardez, tac, à ma place. Et la route du Tour aussi, hein. À la place de ma tête, il y a donc... Et donc les pronos, voilà donc pour les pronos de ce... Voilà, mince, bravo à James quand même. Oui, bravo à James qui a remporté donc... Voilà, on le voit ici, qui a remporté ce classement des pronos grâce à Jordi Meus lors de la dernière étape. Mais il faut juste te dire, Rémi a eu un seul bon prono, Jérémy aussi, Théo aussi. Sur 21 étapes, un seul bon prono. Ah ouais, ça il y a du level. Hein. Mais attends, Anthony, t'en as eu que 2, faut pas non plus... c'est toujours mieux que 1, excuse-moi. Mais... C'est déjà le double. Ouais. 2, c'est 1 plus 1 déjà, donc c'est 2 pronos que j'ai gagnés. J'avais oublié que t'étais le plus fort en maths de cette bande de Saderail. Bon, et puis pour terminer aussi, je voulais vous donner aussi le classement de la route du Tour. Ça vous arrange ou pas? J'ai gagné quoi en fait avec ces concours? Un peluche là. Bon, on se dépêche, on a un métier nous. Ce qui est important, c'est la place de Jérémy Sarakian quand même, encore une fois aussi. Donc j'ai gagné devant Anthony Nicolas qui a marqué quand même 1546 points, deuxième position, troisième position pour Kevin Morand qui est l'un de nos anciens collègues qui était avec nous. Dernière place pour Adrien, l'un de nos CM, et Rémi aussi qui a été très très loin, qui a 1000 points de retard sur Anthony Nicolas, c'est vous dire. Et, le leader Rui Costa, c'était mal parti. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà pour le classement de la route du Tour. Je mettrai en ligne les 3 divisions tout à l'heure, assez près déjà. Voilà donc pour ce podcast qui a duré très longtemps. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. Et donc on se revoit la semaine prochaine parce qu'il y a les mondiaux qui arrivent très vite, je crois.